Le libertin. Une femme ne se sent jamais assez désirée ni estimée. Elle voudrait être l'objet de toutes les attentions, mais l'homme se montre trop souvent distrait, obtus. Le libertin incarne un grand fantasme féminin. Quand il désire une femme, ne serait-ce que pour un moment d'ivresse, il se met en quatre pour la conquérir. Il a beau être menteur, voleur et volage, cela ne fait qu'ajouter à sa séduction. À la différence de la majorité des hommes, le libertin ne connaît pas d'inhibition. Il se consacre corps et âme à sa passion pour le beau sexe. Raison de plus pour lui succomber. S'il est un bourreau des cœurs, il y a bien une raison. Et puis les femmes ont un faible pour les mots doux, et le libertin est un beau parleur notoire. Éveiller les désirs féminins inavoués en mêlant au plaisir le frisson du danger. Le libertin ardent. Les dernières années du règne de Louis XIV furent sinistres. Le monarque vieillissant devenait acariâtre et basculait dans un intolérable puritanisme religieux. La cour s'ennuyait et aspirait désespérément à la nouveauté. Or, en 1710, arriva à la cour un jeune garçon de 15 ans au charme diabolique qui fit immédiatement des ravages. Louis-François Armand de Vignerot-du-Plessis, duc de Fronsac, futur duc de Richelieu et neveu du fameux cardinal. Impudent et plein d'esprit, il devint la coqueluche de ces dames. Elles faisaient de lui leur jouet, et il en profitait pour les embrasser sur la bouche et risquer des gestes bien osés pour un galopin sans expérience. Le jour où ses mains s'aventurèrent sous les jupes d'une duchesse moins indulgente, le roi se fâcha. Il fit embastiller le jeune Fronsac pour lui donner une leçon, mais les dames le trouvaient si charmant qu'elles supportèrent mal son absence. Comparé au barbon de la cour, ce chenapan avait un toupet monstre. Il n'arrêtait pas de dévisager les belles avec effronterie, et puis il y avait ses mains dangereusement baladeuses. Rien ne l'arrêtait. Son charme juvénile était irrésistible. Les dames de la cour plaidèrent si bien sa cause que le séjour du jeune homme à la Bastille fut écourté. Quelques années plus tard, mademoiselle de Valois se promenait dans un parc parisien en compagnie de son chaperon, une duègne qui ne la quittait pas d'une semelle. Le duc d'Orléans, père de la demoiselle, était déterminé à protéger sa dernière fille des séducteurs de la cour jusqu'à son mariage. C'est pourquoi il avait attaché au service de sa fille une femme d'une aigreur et d'une vertu irréprochable. Quoi qu'il en soit, mademoiselle de Valois aperçut ce jour-là dans le parc un jeune homme, et le regard que celui-ci lui décocha la mit en émoi. Il passa son chemin, mais ses yeux ardents avaient clairement parlé pour lui. Sa duègne révéla à la demoiselle le nom de cet individu. C'était le duc de Richelieu en personne, infâme séducteur, blasphémateur et bourreau des cœurs. À éviter à tout prix. Quelques jours plus tard, elle emmena mademoiselle de Valois dans un autre parc pour sa promenade, et, surprise, Richelieu croisa de nouveau leur chemin. Cette fois, il était déguisé en mendiant, mais son regard était reconnaissable entre mille. La jeune fille le fixa passionnément, enfin un peu de piquant dans sa terne existence. Étant donné la sévérité de son père, pas un homme n'osait l'approcher. Et ne voilà-t-il pas que ce coureur notoire la poursuivait de ses assiduités, elle, au lieu des autres dames de la cour? Quelle aventure! Il ne tarda pas à lui faire passer des billets fort joliment tournés, dans lesquels il lui exprimait l'incoercible désir qu'elle éveillait en lui. Elle lui répondit avec timidité, mais bientôt cette correspondance devint pour elle d'une importance vitale. Il finit par lui promettre de tout organiser si elle acceptait de passer une nuit avec lui. La demoiselle ne pouvait laisser passer pareille occasion. Elle joua donc le jeu et accepta cette proposition effrontée. Mademoiselle de Valois avait une femme de chambre du nom d'Angélique qui l'aidait à sa toilette avant le coucher et dormait dans la chambre voisine. Un soir, la duègne tricotait, la jeune fille leva distraitement les yeux de son livre et vit Angélique passer dans le couloir, apportant ses vêtements de nuit dans sa chambre. Leurs regards se croisèrent, la servante lui sourit.
La jeune fille faillit s'évanouir de frayeur. Ce n'était pas Angélique, c'était Richelieu, admirablement déguisé. Elle se ressaisit aussitôt, comprenant le danger qu'elle courait. Si elle disait quoi que ce fût, sa famille découvrirait sa correspondance et le rôle qu'elle avait joué dans toute cette affaire. Que faire? Elle décida d'aller dans sa chambre expliquer au jeune duc combien sa manœuvre était ridiculement dangereuse. Elle se leva, souhaita bonne nuit à son chaperon. Seulement, une fois qu'elle eut rejoint Richelieu, les mots lui manquèrent. Elle essaya bien de le raisonner, mais il avait des yeux tellement éloquents. Il la prit dans ses bras. Elle ne pouvait appeler au secours et se retrouva désemparée. Les mots enflammés du jeune homme, ses caresses, le danger qu'ils couraient tous deux lui donnaient le vertige. Elle s'égara. Que valaient la vertu et l'ennui à côté d'une soirée avec le plus chaud lapin de la cour? Et c'est ainsi que, tandis que la duègne poursuivait son tricot, le duc initia la jeune fille au libertinage. Quelques mois plus tard, le duc d'Orléans eut de bonnes raisons de suspecter que ses lignes de défense avaient été franchies. Il renvoya la duègne et redoubla de précautions. Le duc ne réalisait pas que, pour Richelieu, tous ces obstacles étaient des défis, et que le jeune homme ne vivait que pour les relever. Le jeune dépravé acheta la maison voisine sous un faux nom et fit creuser un passage secret qui aboutissait à un placard de la cuisine du duc. Et c'est dans ce placard que, pendant quelques mois, jusqu'à ce que l'attrait de la nouveauté s'estompe, les deux tourtereaux multiplièrent leurs rendez-vous galants. Tout Paris connaissait les exploits de Richelieu, qui mettait un point d'honneur à se faire toute la publicité possible. Chaque semaine, un nouvel épisode faisait jaser la cour. Un mari alarmé avait bouclé sa femme pour la nuit dans une chambre à l'étage. Pour atteindre l'objet de sa convoitise, le jeune duc avait rampé dans le noir sur une simple planche jetée entre deux fenêtres. Un autre jour, deux dames qui cohabitaient dans la même maison, l'une veuve et l'autre mariée et fort dévote, apprirent avec horreur que leur amant les avait prises toutes deux en même temps pour maîtresses, finissant avec l'une la nuit qu'il avait commencé avec l'autre. Quand elles le démasquèrent, il ne présenta pas la moindre excuse. Jouant sur la vanité blessée des deux pécheresses, il les convainquit impudemment d'accepter le marché d'un ménage à trois, car aucune des deux ne pouvait souffrir qu'il préférât l'autre. Bref, Richelieu défrayait la chronique au-delà de toute mesure. Telle femme admirait son audace et sa bravoure, telle autre son ardeur à ridiculiser les cocus. Elle se disputait toutes ses faveurs. Celle qu'il ne cherchait pas à séduire croyait qu'elle n'était pas désirable. Elle ne rêvait plus que de lui. Deux dames se défièrent même en duel. L'une d'elles fut grièvement blessée. La duchesse d'Orléans, pire ennemie de Richelieu, écrivit que, si elle croyait à la sorcellerie, elle dirait qu'il fallait que ce duc possédât quelque secret surnaturel, car il n'avait pas trouvé une femme qui lui eût opposé la moindre résistance. Toutes couraient après lui, que c'en était vraiment une honte. C'est l'éternel dilemme de la séduction. Pour séduire, il faut prévoir et calculer, mais si la proie soupçonne que vous avez des idées derrière la tête, elle va se rebeller. De surcroît, si vous semblez totalement maître de vous-même, vous lui ferez peur, au lieu de susciter le désir. Le libertin ardent tranche ce nœud gordien de la façon la plus élégante qui soit. Bien sûr, il prévoit et calcule. Il faut duper le mari jaloux, contourner les difficultés qui ne manquent pas de se présenter. C'est une tâche harassante. Mais par nature, le libertin ardent bénéficie d'une libido incontrôlable. Quand il est à la poursuite d'une femme, il est brûlant de désir. Sa victime le sent et s'embrase malgré elle. Comment pourrait-elle s'imaginer qu'il n'est qu'un froid séducteur qui va l'abandonner une fois parvenu à ses fins, alors qu'il brave les pires dangers et surmonte les plus grands obstacles pour la conquérir? Même si elle connaît son passé sulfureux et son incorrigible immoralité, peu importe, car elle distingue aussi ses faiblesses. Cet homme est incapable de se contrôler. Il se fait littéralement l'esclave de toutes les femmes, et cela n'inspire pas la terreur.
La leçon que donne le libertin ardent est simple. L'expression d'un désir intense égare autant la femme que la sensualité de la sirène égare l'homme. Habituée à être sur la défensive, une femme est habile à détecter le manque de sincérité et le calcul intéressé. Mais quand elle se voit l'objet de vos attentions et se convainc que vous feriez n'importe quoi pour elle, elle devient aveugle au reste ou trouve le moyen de pardonner vos imprudences, ce qui vous laisse le champ libre. L'important est de ne trahir aucune hésitation, d'abandonner toute retenue, de vous donner à fond et de laisser croire que, incapable de vous maîtriser, vous êtes foncièrement faible. Ne craignez pas d'inspirer la méfiance. Dès lors que vous vous montrez l'esclave de ses charmes, elle ne pensera pas au lendemain. Le libertin diabolique. Au début des années 1880, dans la bonne société de Rome, il n'était question que de la récente arrivée dans la capitale d'un jeune journaliste nommé Gabriele D'Annunzio. Le phénomène était étrange, car la monarchie italienne n'avait que dédain pour tout étranger à son milieu. Quant à la profession du nouveau venu, c'était un statut des plus méprisés. De fait, les hommes de l'aristocratie ne portaient nulle attention à D'Annunzio. Pauvre et sans relation, il était issu d'un simple milieu petit bourgeois. Et puis, il le trouvait laid. Il était petit et râblé, avec une peau mate et grêlée, des yeux globuleux. Il le jugeait d'ailleurs si repoussant qu'il n'hésitait pas à le laisser frayer avec leurs femmes et leurs filles. Elles ne risquaient sûrement rien en compagnie de ce nain, de ces colporteurs de ragots dont eux-mêmes n'avaient que faire. Non, ce n'étaient pas les hommes qui n'avaient que le nom de D'Annunzio à la bouche. C'étaient leurs femmes. Présentées à D'Annunzio par leur mari, duchesse et marquise recevaient à qui mieux mieux cet étrange nabot, qui, dès qu'il était seul avec elle, changeait du tout au tout. Il lui suffisait de quelques minutes pour subjuguer ces dames. D'abord, il avait une voix absolument magnifique, à la fois grave et douce, et une façon d'articuler chaque syllabe qui était presque musicale. Une de ses admiratrices la comparait avec le tintement lointain des cloches d'une église. D'autres la trouvaient hypnotique. Chaque mot sorti de sa bouche les fascinait. Allitération, images poétiques, expressions charmantes et surtout d'élégants compliments propres à faire fondre un cœur de femme. D'Annunzio était un grand maître dans l'art de la flatterie. Il semblait connaître le point faible de chacune de ses interlocutrices. Il qualifiait l'une de déesse de la nature, une autre d'incomparable artiste en devenir, telle autre encore de personnage de roman. Il leur chavirait le cœur en décrivant l'effet qu'elle produisait sur lui. Tout son discours était à double sens, truffé de sous-entendus érotiques et sentimentaux. Le soir, chacune revivait le suave souvenir de ses paroles. Rien de précis en vérité, car il ne disait jamais rien de concret, plutôt l'impression qu'il avait laissée. Et le lendemain, elle recevait un poème qui semblait écrit spécialement pour elle. En réalité, il les écrivait par dizaines, relativement semblables, à peine retouchés en fonction de la destinataire. Quelques années après ses débuts dans la chronique mondaine, il épousa la fille du duc et de la duchesse de Galaise. Peu après, avec l'inébranlable appui des dames de la haute société, il se mit à publier des romans et des poèmes. Le nombre de ses conquêtes était extraordinaire, et il ne choisissait pas n'importe qui. Non seulement des marquises, mais aussi de grandes artistes, telle l'actrice Eleanor Duse, qui l'aida à devenir un dramaturge respecté et une célébrité littéraire. La danseuse Isadora Duncan tomba également sous son charme. Elle explique en quoi il la fascinait. Gabriele D'Annunzio est peut-être l'amant le plus remarquable de notre époque, et ceci bien qu'il soit petit, chauve et fort laid, sauf lorsque l'enthousiasme éclaire son visage. Mais quand il parle à une femme qui lui plaît, il est transfiguré et devient soudain un Apollon. Son effet sur les femmes est remarquable. La personne à laquelle il s'adresse a soudain l'impression qu'il lui élève l'âme jusque dans ses tréfonds. Quand éclata la Première Guerre mondiale, D'Annunzio avait 52 ans.
Qu'à cela ne tienne, il s'engagea. Dénué d'expérience militaire, il avait le goût du spectaculaire et un ardent désir de prouver sa bravoure. Il passa son brevet de pilote et effectua des missions dangereuses mais remarquablement efficaces. À la fin de la guerre, il était l'homme le plus décoré d'Italie. Ses exploits avaient fait de lui un héros. Les foules s'agglutinaient devant son hôtel où qu'il allât en Italie. Il prenait la parole de son balcon, discourait politique et s'insurgeait publiquement contre le gouvernement. L'écrivain américain Walter Starkey le vit ainsi faire un discours à Venise. Il fut d'abord déçu par le physique de cette gloire nationale. L'homme était petit et presque grotesque. Mais, raconte-t-il, peu à peu je me sentis gagné par cette voix qui pénétrait jusque dans ma conscience. Jamais une gesticulation. Il jouait sur les émotions de la foule comme un violoniste sur un Stradivarius. Des milliers d'yeux étaient rivés sur lui, comme hypnotisés par son magnétisme. Là encore, c'était le son de sa voix et son discours poétique qui séduisaient les masses. Soutenant que l'Italie moderne devait restaurer l'Empire romain dans toute sa puissance, D'Annunzio lançait des slogans qu'il faisait répéter par tout son auditoire, posait des questions brûlantes et attendait la réponse. Il flattait la foule et lui faisait sentir qu'un tournant historique était proche. Tout cela restait vague, mais suggestif. La grande affaire du jour était la question de Fiume, Rijeka pour les Yougoslaves, ville de Yougoslavie située juste de l'autre côté de la frontière italienne. Les Italiens estimaient avoir le droit, en échange de leur soutien aux Alliés pendant la guerre, d'annexer Fiume. D'Annunzio se fit le champion de cette cause et joua de son statut de héros de l'aviation pour obtenir le soutien de l'armée, malgré l'opposition du gouvernement. En septembre 1919, avec un fort groupe de soldats, D'Annunzio marcha sur Fiume. Un général italien s'interposa et menaça de l'abattre. D'Annunzio ouvrit sa capote pour exhiber ses médailles et déclara de sa célèbre voix « Si vous devez me tuer, tirez d'abord sur elle. » Le général resta d'abord sans voix, puis fondit en larmes et rallia D'Annunzio. Quand celui-ci entra dans Fiume, il fut acclamé en libérateur. Le lendemain, il fut déclaré chef de l'État libre de Fiume. Bientôt, il prononça tous les jours un discours du balcon qui dominait la place principale de la ville. Grâce à des haut-parleurs, des dizaines de milliers de gens venaient l'écouter. Il organisa toutes sortes de rituels et de fêtes inspirés de l'Empire romain. Les habitants de Fiume se mirent à l'imiter, en particulier ses mœurs. Toute la ville fut en proie à une véritable orgie. Sa popularité était telle que le gouvernement italien craignit une marche sur Rome. Celle-ci aurait d'ailleurs eu des chances de réussir, car D'Annunzio avait l'appui d'une grande partie de l'armée. Il aurait peut-être battu Mussolini et changé le cours de l'histoire. D'Annunzio n'était pas un fasciste, c'était plutôt une sorte de socialiste esthète. Mais il décida de rester à Fiume. Il y régna 16 mois, jusqu'à ce que le gouvernement italien l'en chasse en bombardant la ville. La séduction est un processus psychologique universel, commun aux deux sexes, sauf dans quelques domaines clés où l'un ou l'autre sexe possède son point faible. Ainsi, l'homme est surtout visuel. La sirène capable de mettre au point le look approprié tombera les hommes comme des mouches. Les femmes, elles, se prennent au charme du langage. Une des victimes de D'Annunzio, l'actrice française Madame Simone, se demandait comment l'on pouvait expliquer ses conquêtes, si ce n'est par la puissance extraordinaire de son verbe et par le timbre musical de sa voix, au service d'une exceptionnelle éloquence. Elle précisait que les personnes de son sexe sont particulièrement sensibles aux mots qui les ensorcellent et qu'elles aspirent à être dominées par eux. Le libertin jongle autant avec les mots qu'avec les femmes. Il les choisit selon le pouvoir qu'ils ont de suggérer, d'insinuer, d'hypnotiser, de transporter, d'obnubiler. Les mots sont au libertin ce que la toilette est à la sirène, une sorte de narcotique exerçant un puissant magnétisme érotique.
L'utilisation que le libertin fait du langage est diabolique. Non pas comme un moyen de communication ou d'information, mais comme un outil pour convaincre, flatter, mettre en émoi, tel le serpent qui, au paradis terrestre, s'est servi de mots pour induire Ève en tentation. L'exemple de D'Annunzio met en lumière le lien qui existe entre le libertin érotique, qui séduit les femmes, et le libertin politique, qui séduit les masses. Tous deux se servent du langage. Transposez le profil du libertin, et vous vous apercevrez que les mots sont un subtil poison aux utilisations infinies. À retenir. La forme compte plus que le fond. Moins vos proies comprendront ce que vous dites, plus elles s'abandonneront aux émotions que suscite votre discours, plus elles seront à votre merci. Donnez à vos phrases un ton inspiré, spirituel et littéraire, pour mieux instiller le désir dans le cœur de vos innocentes victimes. Quelle est la force par laquelle Don Juan séduit? C'est celle du désir, l'énergie du désir sensuel. Dans chaque femme, il désire la féminité tout entière, et c'est en cela que se trouve la puissance, sensuellement idéalisante, avec laquelle il embellit et vainc sa proie en même temps. Le réflexe de cette passion gigantesque embellit et agrandit l'objet du désir qui rougit à son reflet en une beauté supérieure. Comme le feu de l'enthousiaste illumine avec un éclat séduisant jusqu'aux premiers venus qui ont des rapports avec lui, ainsi, en un sens beaucoup plus profond, éclaire-t-il chaque jeune fille, car son rapport avec elle est essentiel. Søren Kierkegaard. Ou bien. Les clés du profil. On s'étonne qu'un homme ouvertement menteur et malhonnête, un célibataire endurci réfractaire au mariage, puisse exercer sur une femme le moindre attrait. Et pourtant, tout au long de l'histoire et dans toutes les civilisations, ce profil conserve un attrait fatal. Le libertin offre ce que la société interdit aux femmes, le plaisir pur, le frisson du danger. La femme est souvent étouffée par le rôle qu'on lui assigne. Elle est censée représenter la force civilisatrice, être la dispensatrice de tendresse, exiger de son partenaire engagement et fidélité à vie. Souvent, hélas, son mariage et ses relations ne lui apportent ni plaisir ni passion, mais se réduisent à une terne routine aux côtés d'un conjoint pour le moins distrait. Rencontrer un homme qui se donne à elle en totalité et vive à sa dévotion, ne serait-ce qu'un moment, reste donc pour elle du domaine de l'éternel fantasme. Cet aspect obscur et refoulé du désir féminin a pour symbole le légendaire Don Juan. Initialement, ce personnage était un fantasme masculin, le chevalier aventureux capable d'obtenir toutes les femmes qu'il convoite. Mais au XVIIe et XVIIIe siècle, Don Juan a subi une lente évolution. Le mâle aventurier s'est comme féminisé. Il est devenu un homme qui ne vit que pour les femmes. Cette évolution s'est faite grâce à l'intérêt des femmes pour son histoire et sous l'effet de leurs désirs frustrés. Le mariage était alors pour elle une forme de servage. Don Juan, de son côté, offrait le plaisir pour le plaisir, l'assouvissement du désir sans engagement en contrepartie. Dès lors qu'il croisait une femme, il n'avait plus de pensée que pour elle. Son désir était si puissant qu'il ne laissait à son objet ni le temps de réfléchir, ni celui de se soucier des conséquences. Il se présentait nuitamment, offrait un moment de passion inoubliable et disparaissait. Qu'importe si 1000 femmes étaient déjà passées entre ses bras, cela ne le rendait que plus intéressant. Mieux valait se faire abandonner que de ne pas être désiré par un homme comme celui-là. Les grands séducteurs ne se bornent pas à proposer les plaisirs feutrés que la société tolère. Ils touchent l'inconscient, les désirs refoulés qui implorent satisfaction. Il ne faudrait pas prendre les femmes pour les tendres créatures que certains voudraient faire d'elles. Comme les hommes, elles sont fortement attirées par le danger, l'interdit, et même, dans une certaine mesure, le mal. D'ailleurs, Don Juan aboutit en enfer. L'aspect diabolique est donc bien inhérent à ce fantasme.
N'oubliez jamais, si vous prenez le libertin pour modèle, que votre personnage est associé à la notion de risque, au désir de violer les tabous, et que vous êtes censé inciter vos proies à faire une expérience rare et grisante, la possibilité d'exprimer elles aussi leur côté maléfique. Pour jouer le libertin, le talent le plus indispensable est de savoir se lâcher. Entraîner une femme dans une passion purement érotique où le passé et l'avenir perdent toute signification. Il faut être capable de s'abandonner totalement à ce moment. Ainsi, dans Les Liaisons dangereuses, 1782, où Choderlos de Laclos campe un personnage inspiré du duc de Richelieu, le vicomte de Valmont, celui-ci écrit des lettres manifestement calculées pour avoir un certain effet sur sa cible, Madame de Tourvel. Celle-ci n'est pas dupe, mais quand les lettres se font ardemment passionnées, elle fléchit et capitule. Car une passion apparemment incontrôlable ressemble à une preuve de faiblesse, et une femme y est sensible. En s'abandonnant, le libertin suggère qu'il n'existe que pour l'objet de sa passion. C'est d'ailleurs le reflet de la vérité, ne serait-ce que provisoirement. Pablo Picasso, libertin consommé, séduisit dans sa vie des centaines de femmes. La plupart avaient le sentiment d'être la seule qui l'eût vraiment aimé. Le libertin ne se soucie en rien de la résistance de la femme qu'il désire, ni d'aucun autre obstacle sur son chemin, mari, muraille, etc. Ceux-ci ne font qu'attiser son désir. Quand Picasso fit la cour à Françoise Gillot, il la supplia de lui résister. Il en avait besoin pour rendre leur aventure vraiment grisante. Une difficulté donne au libertin l'occasion de s'affirmer, de faire preuve de créativité dans les choses de l'amour. Dans Le Dit du Genji, roman japonais du XIe siècle attribué à une dame de la cour, Murasaki Shikibu, la disparition soudaine de la femme qu'il aime, ou Kifune, ne perturbe en rien le héros, le prince libertin Niu. Bien au contraire. Elle a pris la fuite parce que malgré l'intérêt qu'éveille en elle le prince, elle est amoureuse d'un autre homme. Le prince fait l'impossible pour retrouver sa trace. Le panache avec lequel il se présente à l'improviste et l'enlève de son refuge au fond des bois la subjugue. À retenir. Si vous ne rencontrez ni obstacle ni résistance, créez-les. Il n'y a pas de séduction sans eux. Le libertin est une personnalité extrême. Impudent, sarcastique et amateur d'humour noir, il se moque du qu'en dira-t-on. Paradoxalement, cela ne fait qu'ajouter à son charme. À une époque où régnait dans les studios d'Hollywood une atmosphère analogue à celle d'une cour royale, tous les acteurs se comportaient comme de dociles courtisans. Tous, sauf un, le grand libertin Errol Flynn, qui se distinguait par son insolence. Il défiait les dirigeants des studios, jouait des tours pendables et s'exhibait comme le pire séducteur. Tout cela ne faisait que renforcer sa popularité. Le libertin n'est à son avantage que dans un décor rigoriste. Pour apporter une bouffée d'air frais, il lui faut une cour trop polissée, un couple trop banal, un milieu trop conservateur. N'ayez crainte d'aller trop loin. Le libertin est par nature celui qui va plus loin que tout le monde. Le comte de Rochester, l'un des plus fameux poètes anglais du XVIIe siècle, s'adonnait à un libertinage scandaleux. Quand il enleva Élisabeth Mallette, une des jeunes femmes les plus courtisées de la cour, il fut dûment puni. Mais quelques années plus tard, ô surprise, la jeune femme, qui avait pourtant toute la cour à ses pieds, choisit librement de l'épouser. En prouvant l'ardeur de son désir, Rochester avait distancé tous les autres soupirants. Le tempérament extrémiste du libertin lui fait aimer le danger, la transgression, et lui confère même un soupçon de cruauté. C'était le charme d'un autre poète libertin, un des plus grands de l'histoire, Lord Byron. Byron exécrait toute forme de convention et en faisait gaiement litière. Il eut une liaison avec sa demi-sœur qui lui donna un enfant. Il le publia dans toute l'Angleterre. Il se montrait parfois d'une ahurissante dureté, avec sa femme par exemple.
Mais tout cela ne faisait que le rendre plus désirable. Les femmes répriment leur goût du danger, car elles sont censées incarner la morale, la civilité. De même qu'un homme succombera au charme d'une sirène pour s'affranchir du fardeau de ses responsabilités masculines, de même une femme cédera à un libertin, car quelque chose en elle souhaite se libérer du carcan de la vertu et de la décence. Souvent, ce sont justement les femmes les plus vertueuses qui tombent le plus passionnément amoureuses du libertin. Un des attraits du libertin est sa capacité à faire croire aux femmes qu'elles peuvent le changer. Combien ne se sont pas crus capables de dompter Byron? Combien d'autres étaient persuadés d'être l'élu de Picasso, celle avec qui il passerait le reste de ses jours? Le libertin sait exploiter à fond ce désir secret. Si vous vous faites surprendre en flagrant délit de libertinage, justifiez-vous en étalant votre faiblesse, votre désir de vous réformer et votre incapacité à le faire. Avec autant de femmes à vos pieds, comment résister? La victime, c'est vous. Vous avez besoin d'être secouru, et les femmes de se précipiter à votre rescousse. Elles se montrent d'une indulgence invraisemblable avec le libertin, car c'est un personnage aussi délicieux que fringant. Le prétexte de le faire changer une fois pour toutes leur sert d'alibi au désir qu'il leur inspire. Quand le président Bill Clinton a été convaincu de libertinage, ce sont les femmes qui se sont empressées de le défendre et d'excuser ses frasques de toutes les façons. Le fait que le libertin soit, à sa façon, un tel adorateur du beau sexe, le rend encore plus aimable et séduisant à leurs yeux. Enfin, le plus grand atout du libertin est sa réputation. Ne minimisez jamais vos foucades, n'ayez pas l'air de vous en excuser. Assumez-les. Étalez-les au contraire. Ce sont elles qui jettent les femmes dans vos bras. Soyez connus pour l'irrésistible attrait qu'elles ont pour vous, pour votre irrépressible appétit de plaisir. Oui, c'est une faiblesse, mais qui rend votre compagnie tellement excitante. Pour votre mépris des conventions, et même pour un côté rebelle qui vous fait paraître dangereux. Ce dernier élément doit cependant rester discret. En surface, soyez poli et urbain, non sans laisser entendre que, en coulisses, vous êtes incorrigible. Le duc de Richelieu affichait à toute force ses conquêtes, attisant le désir qu'avait leur rival de se joindre au groupe des malheureuses séduites et abandonnées. Quant à Lord Byron, c'est sa renommée qui attirait à lui ses consentantes victimes. Une femme peut avoir une opinion mitigée du président Clinton. Derrière cette ambiguïté se cache un intérêt manifeste. Ne laissez pas votre réputation à la merci du hasard et des ragots. C'est un chef-d'œuvre qui doit être édifié méticuleusement, retouché sans cesse et exposé avec le soin d'un artiste. Le symbole du libertin est le feu. Le libertin brûle d'un désir qui embrase la femme qu'il séduit. Il est excessif, incontrôlable et dangereux. Le libertin peut finir en enfer, les flammes qui l'entourent le rendent encore plus désirable aux yeux des femmes. Les dangers. Comme la sirène, ce sont les membres de son propre sexe que le libertin a surtout à craindre, car ils sont beaucoup moins indulgents que les femmes vis-à-vis de cet éternel trousseur de jupons. Jadis, le libertin était souvent un noble. Quel que fût le nombre d'offenses ou même de crimes dont il se rendait coupable, il en sortait toujours impuni. De nos jours, seuls les riches et les vedettes peuvent pratiquer le libertinage en toute impunité. Les autres feraient mieux de se méfier. Elvis Presley était au départ un jeune homme timide. Devenu très jeune une star, et voyant le pouvoir que cela lui donnait sur les femmes, il perdit la tête et sombra dans le libertinage pratiquement du jour au lendemain. Comme beaucoup de libertins, Elvis avait une prédilection pour les femmes déjà prises. Plus d'une fois, il se fit rosser par le mari ou l'amant de ses conquêtes et s'en tira avec quelques bleus. Vous pourriez en conclure qu'il faut ménager ces gens-là, surtout au début de votre carrière. Mais le charme du libertin, c'est justement que ce genre de danger lui importe peu.
Vous ne deviendrez jamais un vrai libertin si vous vous montrez craintif et prudent. Une bonne raclée de temps en temps fait partie du jeu. Quant à Elvis, aucun mari n'osa plus le toucher lorsqu'il fut à l'apogée de sa célébrité. Le vrai danger qui menace le libertin vient non pas des maris bafoués, mais des timides qui se sentent écrasés par son donjuanisme. Sans se l'avouer, ils envient sa vie de plaisir. Et comme tous les jaloux, ils attaquent à la dérobée, cachant souvent leur persécution sous le masque du moralisme. Le libertin risque parfois sa carrière quand il se heurte à eux, ou même à quelques femmes également frustrées et blessées par son indifférence. Il n'y a pas grand-chose qu'il puisse faire pour échapper à la jalousie. Si tout le monde remportait autant de succès que lui, la société serait ingérable. Alors acceptez la jalousie comme un diplôme, un titre de gloire. Ne soyez pas naïfs, soyez avertis. Attaqué par un moraliste, ne croyez pas un mot de son argumentation, elle n'est dictée que par l'envie. Vous pouvez émousser ses pointes en vous montrant plus sage, en demandant pardon, en prétendant que vous avez changé, etc., mais cela nuira à votre réputation. On vous trouvera moins adorablement canaille. En fin de compte, mieux vaut subir ces assauts avec dignité et continuer à séduire. La séduction est la source de votre pouvoir, et vous pourrez toujours compter sur l'inépuisable indulgence des femmes.